Donc merci à tous d'être là. Hein. Donc aujourd'hui on va parler de José Antonio Primo de Rivera Sanz de Heredia, c'est son nom complet que j'ai écorché évidemment. Alors j'ai quelques remarques à vous faire avant de débuter. Déjà première chose, je pense qu'elle aurait pu être bien plus exhaustive, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Tant le personnage de José Antonio est fondamental, j'ai envie de dire, pour l'Espagne, ça c'est certain. Mais je pense même pour le reste de l'Europe en réalité, puisqu'il s'inscrit dans une période troublée où on voit en fait tout un tas de choses émerger en Europe. Et le personnage de José Antonio va poser des questions en fait qui résonnent encore aujourd'hui en réalité. Et c'est tout le problème en fait avec les personnages de cette importance-là, c'est que on n'a jamais assez de temps pour vraiment mettre en avant l'importance capitale qu'ils ont eue et l'impact en fait dans l'histoire de notre chère vieille Europe et pas celle de Bruxelles. Voilà. J'ai marqué là, fallait quand même le spécifier. Donc au cours de mes pérégrinations historiques, j'ai traîné mes guêtres dans la poussière des champs de bataille de la guerre d'Espagne de 1808 à 1814. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Où en fait les héritiers des tertios du roi Philippe II vont résister aux armées de Bonaparte. Et je me devais, en fait, c'est au cours d'une discussion avec Maxime que j'ai décidé de vous présenter quelque chose sur José Antonio. Parce qu'en fait, pour moi, c'est quasiment une continuité. Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi on s'intéresse à l'histoire de l'Espagne alors qu'en fait, on est français. Mais ça va bien au-delà de ça. Hein. Et en remontant la frise du temps, on va enjamber les guerres carlistes. Je vais pas vous en parler parce que c'est un sujet à part entière. Mais les événements qui vont se dérouler en Espagne dans les années 30 sont finalement la somme de tous ces événements-là. Donc la campagne d'Espagne de 1808, et puis juste après, en fait, vous avez la première guerre carliste, etc. Et tout ça, en fait, va accoucher quelque part d'un monstre qui est le Frente Popular, le Front populaire, qui dirige en France à l'époque où il accède au pouvoir en Espagne. Et alors c'est peut-être un peu osé ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que finalement les premières graines de ce Front populaire des années 30 sont semées pendant la campagne d'Espagne de Napoléon. Parce que finalement, on voit se développer sur cette terre espagnole une lutte qui chez nous a été complètement oblitérée, c'est-à-dire la lutte finalement du progressisme, des forces du progrès, contre la tradition. Et l'Espagne, en fait, comme elle n'a pas eu sa révolution française, ils n'ont pas dégagé d'un revers de la main la personne du roi, etc. Donc ça va se maturer plus longtemps. Et les assauts, en fait, on va prendre le terme contemporain générique, les assauts des gauchistes, vont finalement se manifester donc en février 36 quand le Frente Popular va prendre le pouvoir. Donc c'est bien évidemment à cause de Maxime que je vous fais cette présentation. Parce que à chaque fois qu'on discute d'un sujet, ça finit par une présentation. Donc, la prochaine, on a dit c'est quoi? Donc, j'ai connu José Antonio Primo de Rivera assez tardivement dans ma construction politique. J'ai rencontré sa personne en écoutant une excellente chaîne qui s'appelle Méridien Zéro. Je sais pas s'il continue. Si, il continue. Et c'était un des intervenants, je me rappelle plus qui avait parlé de José Antonio et de Ramiro Ledesma Ramos, les Ronces, dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc il est bien sûr le fondateur de la Phalange, mais il meurt en 36. Il meurt au début de la guerre d'Espagne. C'est un petit peu comme si, en fait, des forces avaient voulu le priver de la réalisation d'un destin plus grand que ce qu'il n'est, en fait. Parce que finalement, la Phalange de José Antonio, c'est de 33 à 36.
Bon, bien sûr, ça va perdurer jusqu'à 77, mais ce sera plus. Oui, certes, officiellement, on va dire jusqu'à 77. Mais en fait, c'est comme si une main invisible avait pressenti la grandeur du personnage et terrifiée par celle-ci, elle s'était empressée de le priver de la réalisation de son destin. Moi, c'est l'impression que j'en ai. À chaque fois que je regarde le personnage de José Antonio, on lui a volé son destin. Ou alors, c'est une autre hypothèse, ce serait finalement parce que c'est ça en fait le destin de José Antonio. Son destin, c'est de mourir à 33 ans, victime de la justice des crapules gauchistes, afin de démontrer aux futures générations le caractère maléfique des forces de la religion du progrès. C'est la deuxième hypothèse, quelque part. Donc, on va être très formel. José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, il est né le 24 avril 1903 à Madrid, et il va mourir donc le 20 novembre 1936 à Alicante. Et il sera exécuté à la suite en fait d'un procès inique. Alors donc je me base sur ce livre qui est disponible ici bien sûr, Face à face, qui sont les minutes du procès. Je vous mets en garde, vous n'allez pas en sortir particulièrement joyeux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un procès inique. Tout au long de votre lecture, vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver le type, le procureur notamment, voire les juges, et de leur faire la peau, parce que on voit très clairement, enfin on a bien en face de nous des gauchistes. Hein, il y a juste, c'est très très difficile à lire quand on aime un peu. Enfin bon. Après, la lumière là-dedans, c'est bien sûr les propos de José Antonio, où on voit vraiment la clarté d'esprit du personnage. Donc alors je vous refais un petit contexte, hein, il est issu d'un milieu privilégié d'aristocratie de petite noblesse. Il va hériter du titre du marquisat d'Astelia, et c'est son père en fait qui lui transmet, hein, le général Miguel Primo de Rivera, dont on va aller un petit peu parler aussi, qu'il avait reçu de son oncle. Alors ça m'a surpris. Son oncle a été anobli pendant les guerres carlistes, parce qu'il a fait la deuxième guerre carliste, mais pas du côté traditionnaliste, mais du côté libéral. Déjà, c'est tout le paradoxe de l'Espagne. Enfin, si vous avez un peu étudié toute cette période, c'est rempli de paradoxes. Il va bien sûr, alors un des événements de son enfance, un événement terrible et certainement fondateur, c'est la mort de sa maman alors qu'il n'a que 5 ans. Il est l'aîné de 5 enfants, et donc tout jeune, il perd sa maman, et donc c'est sa tante du côté paternel qui va l'élever, et il sera attaché à elle toute sa vie. Il vit bien sûr dans un milieu extrêmement privilégié. C'est l'aristocratie espagnole, ils vivent très très bien. Ils ont vraiment pas de soucis, ces gens. D'ailleurs, c'est un peu le problème de l'Espagne aussi. Moi, quand j'ai préparé le texte, je me suis fait la même réflexion, c'est que dans les années 1808, à l'époque où en fait Napoléon envahit l'Espagne, bon, l'aristocratie, elle vit sa grande vie. Ils sont pas, comment dirais-je, ils sont assis sur leurs privilèges. L'armée veut absolument avoir son précaré, on va dire, et ça leur coûte cher quand même, malheureusement. C'est dommage. On sent en fait qu'il y a, un peu comme en France, vers la fin du XVIIe et le XVIIIe, il y a un pourrissement de l'aristocratie, quoi. Ils ne remplissent plus le rôle de l'aristocrate. Ce que moi je considère être un aristocrate, qui est de protéger le peuple, et non pas de jouir sans contrainte. Enfin, ça nous paraît très récent, mais finalement c'est assez vieux comme concept, hein. En fait, il va se rendre compte du caractère vain de sa vie à la suite de la mort d'un des membres de la phalange, et il va vraiment s'impliquer un peu plus en politique, même à l'issue de la mort de son père. En fait, son père, le général Miguel Primo de Rivera, il va être dictateur d'Espagne de 1923 à 1930.
Il y a toute une tradition de coups d'État tout au long du 19e siècle et du 20e siècle en Espagne. C'est très très troublé. Je rentre pas trop dans les détails, c'est en plus extrêmement complexe. Ça arrête pas de bouger, on va dire. Et on a besoin en fait à un moment donné d'une stabilité. Et avec l'appui de l'armée et l'aval du roi Alphonse XIII, on fait venir en fait le général Miguel Primo de Rivera pour stabiliser le pays. En fait, ils vont mettre de côté la Constitution et malgré les détracteurs de Miguel Primo de Rivera, on peut dire qu'il a relevé le pays en fait. Après, il va rater quelque chose de ce que j'ai pu comprendre. C'est que il va pas se lancer dans les réformes agraires en fait. Et c'est certainement un des problèmes économiques que l'Espagne va avoir à un moment donné. Il aurait peut-être dû se lancer là-dedans. Mais globalement, alors vous avez une excellente conférence sur le sujet. Alors j'ai pris quelques morceaux dedans, bien sûr, de la part du cercle de. C'est un des cercles de l'Action française. Je pourrais vous donner le lien si vous voulez. Il est disponible sur YouTube. C'est un spécialiste. Il fait une très belle conférence dessus. Mais globalement, en fait, on peut comprendre que la dictature de Miguel Primo de Rivera, c'est plus un gouvernement en bon père de famille qu'une dictature sanglante. Et en fait, il va même avoir pas mal de succès, notamment vis-à-vis des militaires. Il sait que s'il n'a pas l'appui des militaires, en fait, il va avoir un problème de gouvernement. Et donc, il va se lancer aux côtés de la France au Maroc, où Lyautey est en train d'opérer contre Abdelkrim. Initialement, il ne voulait pas le faire. Mais comme les militaires ont besoin de promotion, ça, c'est un truc qui est très... dans l'histoire de l'Espagne du 19e jusqu'à peut-être, pas récemment, je pense pas, mais jusque dans les années 30, les militaires sont... il faut absolument qu'ils puissent avoir des promotions, et pour avoir des promotions, il faut aller faire des campagnes. Alors que Miguel Primo de Rivera, lui, il voulait pas trop se lancer là-dedans. Donc il va quand même le faire, et il va avoir un certain succès. Ça va lui servir, mais en fait, il va y avoir des menées souterraines de tout un tas de détracteurs. Il va finir lâché, littéralement. C'est-à-dire que il y a plus aucun militaire qui va le suivre sur la fin de son mandat, on va dire. Il va perdre l'appui des intellectuels et il va démissionner et il partira en exil à Paris, où il décédera 6 semaines après son arrivée de désespoir, dans l'oubli le plus complet. Enfin, c'est assez terrible. Et ça va marquer en fait José Antonio, cet épisode-là. Enfin, on peut le comprendre. Déjà, c'est son père. Il n'était pas forcément non plus en accord complet avec les vues de son père. On a des discussions privées apparemment où il exprime des désaccords avec la façon de gouverner qu'avait son père. On comprend vite que José Antonio, étant bon, il poursuit des études d'avocat. C'est un avocat dans les années 30. Ça peut paraître, si un gauchiste nous écoutait, il comprendrait pas ce que je vais dire. Mais il a comment dire, une attention profonde pour les gens du peuple, pour les travailleurs, etc. Et c'est ça que finalement, je pense, une des leçons de la Phalange ou de ces mouvements de ces époques-là, d'extrême droite, fasciste, terrible, on mange des bébés, tout ça. Non, mais oui, on est d'affreux vilains quand même. C'est que tous ces gens oublient une chose, c'est que tous ces mouvements-là sont des mouvements populaires, sont pas des mouvements d'élite bourgeois. D'ailleurs, j'aimerais bien que certains gauchistes lisent ce que dit José Antonio à propos des bourgeois. Donc, finalement, il y a beaucoup à dire, mais ils le disent pas, bien évidemment. Donc, José Antonio, avant vraiment sa prise de conscience et avant la Phalange, se désintéresse réellement de la politique parce que il veut pas y mettre les doigts, quoi. Et ça se comprend. Mais dans la fin des années 30, en fait, il va pas à la fin des années 30, à partir des années 30, il va en fait, il y a des procès qui sont menés, notamment contre 2 des anciens ministres de Miguel Primo de Rivera, et
le Front populaire, enfin la gauche en général, essaye de salir la mémoire de Miguel Primo de Rivera, et lui, en fait, il ressent ce que tout bon fils ressent, c'est-à-dire défendre la mémoire et l'honneur de son père. Donc il va défendre les deux ministres. Et en fait, il va rentrer dans l'Union monarchique nationale. C'est un mouvement qui est constitué essentiellement d'anciens partisans de son père, et c'est comme ça qu'il se lance en fait en politique. Il va y avoir en fait, alors, aux alentours de 1930-1931, un premier coup d'État qui ne va pas aboutir, mais finalement la monarchie va tomber, remplacée par la République, au cours d'élections pas cantonales, municipales. Voilà, merci. Des élections municipales très intéressantes, parce que finalement, quand vous regardez, il y a toujours le même phénomène. Dans les municipales des années 30, en Espagne, les villes votent à gauche, et les campagnes, elles votent légitimistes, enfin royalistes, quoi. Et je pense que on peut faire un parallèle avec la situation actuelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même quelque chose là. Globalement, en fait, statistiquement, les monarchistes devraient l'emporter. Mais le roi, encore un grand roi, le roi, en fait, il va décider que comme les villes ont parlé, il faut se plier à la volonté des villes. Enfin, c'est quand même terrible. C'est quel désaveu pour son peuple. J'ai envie de dire, quel roi était-ce, hein? Je me rappelle même pas de son nom, je l'ai même pas noté, ça m'intéresse pas. C'est un Alphonse. Les rois espagnols sont décidément décevants sur la fin de la Grande Espagne. En fait, avant l'accession de février 36 du Front populaire, enfin du Frente Popular, il y a tout un tas de coups d'État qui sont menés, ça n'arrête pas. Et en fait, il y a même une remarque d'un homme politique de gauche socialiste espagnol qui dit que, en réalité, on peut pas reprocher le coup d'État de 36 de Franco, puisque quelques années avant, en 33, la gauche avait fait la même chose. Bon, ça se tient, hein. Moi je suis assez d'accord avec. Bon. Juste pour vous donner, pareil, j'ai trouvé le parallèle. C'est terrible l'histoire quand même, parce que pendant que j'écrivais ça, on avait la NUPES qui était en train de se créer, et le Frente Popular, Partido Socialista Obrero Español, 98 sièges. Izquierdo Republicana, la gauche républicaine, 84 sièges. Unión Republicana, 37. Partido Comunista de España, 16. Partido Republicano Democrático Federal, 2. Partido Syndicalista, une sorte de PS anarchiste, 1. Bon, tout ça, là, c'est le Frente Popular. C'est la NUPES. Ces mecs-là, ils savent faire que ça, en fait. Non, mais c'est terrible, quoi. Comme les conneries se répètent, en fait, finalement. C'est pas l'histoire, hein. Donc, on va avoir, en fait, un gouvernement... Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, si dans 3 ans, il y a un coup d'État personnaliste. Bon, on pourrait refaire un février 34 ou un 36. Bon, il faudrait que le février 34 il marche. Là aussi, il y aurait de quoi dire. Hein, Charles. Pas de Gaulle. Hein. En fait, ce parti, enfin, cette république qui s'installe est une république de gauche, avec tout ce qui va bien, et avec les purges. Parce que pendant que la phalange était en train d'œuvrer, alors la phalange, en fait, finalement, de 33 à 36, elle est assez mineure. Je crois qu'il y a 5000 membres, c'est pas quelque chose de... Elle fait beaucoup de bruit. Mais par contre, très rapidement, ils vont s'évertuer à accuser de trahison plusieurs membres, et notamment José Antonio. Oui, alors, bon, bien sûr, il y a un soutien, un très grand soutien de la phalange de la part de l'armée, des milieux conservateurs au sens large, mais c'est pareil, les milieux conservateurs de cette époque-là, on peut aussi en parler, ils sont nombreux. Sachant que vous avez
des monarchistes, mais vous avez aussi un groupe purement catholique qui a priori devrait être, enfin ils sont tous catholiques, hein, mais vous avez une représentation purement catholique également, ce qui est assez contre-productif quand même, faut l'avouer. Mais bon. Oui, là je fais une petite digression. Donc le fameux coup d'État va être lancé avec l'aide de 77 à 95 000 hommes par l'armée au Maroc sous l'égide de Franco. Le départ de 36. Donc on est après la mort de José Antonio. Alors je rentrerai pas dans une polémique que j'aurais bien voulu étudier un peu plus, où on se demande en fait finalement si Franco ça l'arrangeait pas qu'un personnage comme José Antonio. Moi je pense quand même que oui, beaucoup. Hein. Alors à quoi ressemblait l'Espagne sous José Antonio? Ça aurait peut-être été un peu plus intéressant que Franco, qui à la fin de son règne va quand même filer les rênes à un libéral banquier, etc. Enfin non, c'est n'importe quoi. Avec les alliances avec les Américains. Etc. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu, après avec la Phalange, souvent ils se sont attrapés. Ah oui. Le chef de la Phalange est en prison. Enfin, j'explique. Non, mais pas de souci. Une fois, il y avait un défi, au moment où ils sont rentrés dans l'OTAN, où il y avait des accords avec les Américains. Pour un défilé, la Phalange était en deux. En ligne, non, mais en ligne, et quand Franco est passé, il y en a qui se sont tournés, et du coup, prison. Non, mais c'est quand on lit José Antonio et qu'on comprend en fait le but de la Phalange, Franco faisant une alliance avec les Américains, c'est de la science-fiction. Enfin, on voit pas pourquoi. Donc en 36, après le coup d'État de Franco, donc la guerre, comme tout le monde le sait, va démarrer. Alors, la Phalange, elle est créée en 1933. José Antonio, en ce moment, à cette époque-là, comme beaucoup d'hommes politiques, ont les yeux tournés vers le fascisme italien, bien sûr. Et mais il y a quelques paroles en fait de José Antonio où on voit qu'il y a tout un tas de choses qui l'intéressent dans le fascisme italien, mais il y en a tout un tas qui l'intéressent pas non plus. Hein. C'est pour ça que moi, c'est mon point de vue personnel, qualifier la Phalange de mouvement fasciste, je suis pas tout à fait d'accord en fait. Mais c'est personnel. Hein. C'est-à-dire que pour moi, le fascisme italien, c'est le fascisme italien avec ce qu'il a comme élément constitutif. Mais la Phalange espagnole, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est qu'on voit en fait à la fois une importance pour le travailleur, pour la valeur travail, etc. La mise de côté de l'oligarchie bancaire. Moi, je me reconnais énormément dans la Phalange. Pourtant, je suis royaliste. Alors que je me reconnais pas du tout dans les mouvements le fascisme italien. M'intéresse pas du tout. Alors que la Phalange, en fait, je perçois, j'ai une grosse admiration pour José Antonio, c'est pour ça que je vous en parle aussi, mais parce que justement, en fait, c'est à la fois l'alliance d'un gouvernement fort, soucieux de son peuple, mais qui peut éventuellement, qui a la volonté de remettre en avant en fait la grandeur de ce qu'était l'Espagne. Et d'ailleurs, alors je vous ferai une citation tout à l'heure, dans pas longtemps là, parce que je me suis dit c'est bien beau de parler de la Phalange, mais enfin la personne qui en parle le mieux c'est quand même José Antonio, c'est pas moi. Donc je vous lirai quelques extraits et j'espère que vous comprendrez un peu où ça veut en venir. Voilà, pour continuer à contextualiser, ce qui est important de comprendre également, c'est cette fascination qu'ont énormément de gouvernements pour le mouvement fasciste italien, et même Churchill. Tout le monde est plus ou moins fasciné par cette aventure fasciste en Italie. Ça fait partie des éléments constitutifs de la Phalange, mais pas que. La Phalange, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous va fusionner avec les Ronces de Ramiro Ledesma Ramos. Alors Ledesma Ramos, né en 1905, décédé le 29 octobre 36. Bon, il se fait tuer, hein. Que ce soit clair. Il est pas mort de sa belle mort, lui aussi. C'est un mouvement. Alors Ronces,
je mange toujours le nom. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Juntas en espagnol, je sais pas, vous avez déjà un peu regardé les juntas ou juntes, juntes en français. Bon, c'est des gouvernements en fait. On voit beaucoup apparaître ça, notamment en 1808 pendant la campagne d'Espagne, où lorsque l'État en fait est en faillite, on crée en fait des États provinciaux en fait. Voilà. Donc j'ai une citation à propos de Ledesma Ramos. À Ramiro Ledesma et à ses camarades, la chemise rouge de Garibaldi leur sied mieux que la chemise noire de Mussolini. Méditez là-dessus. Ensuite, il dit une autre citation de Bartolomé Benassar, La guerre d'Espagne et ses lendemains chez Perrin en 2004. Longue vie au nouveau monde du XXe siècle, longue vie à l'Italie fasciste, longue vie à l'URSS soviétique, longue vie à l'Allemagne de Hitler, longue vie à l'Espagne que nous ferons, à bas les démocraties bourgeoises parlementaires. Ledesma Ramos, quand même. Bon, je préfère José Antonio, perso, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais, il y a quelque chose, là. Hein. Donc, en fait, il va y avoir cette fusion entre la phalange, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. C'est tout le titre. D'accord? Bon, de toute façon, à un moment donné, ils vont rentrer en désamour et ça va resplitter. Et c'est compréhensif c'est pour ça que je voulais vous faire ces citations-là. Et les ronces, en fait, ne sont pas un très très gros mouvement, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a quelques éléments dispatchés en Italie, en Espagne, pardon. Donc, les 3 premières années de 33 à 36, jusqu'aux élections de février 36, la phalange, elle fait assez peu de progrès. Elle n'est pas spécialement bien accueillie lors des élections. Mais bon, c'est normal, si on se réfère aux élections citadines, c'est normal, il y a juste pas de problème. Sur le total des voix de droite, c'est-à-dire 180 000 voix de droite, elle va en récolter que 5 000. C'est vraiment un petit mouvement. Et d'ailleurs, Primo de Rivera sera battu en fait dans sa propre localité, Cortés. Son propre Cortés. Comment on dit Cortés? C'est sa circonscription. Et donc, avec l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, du Frente Popular, la polarisation de la politique est à son comble. Et on arrive donc à ce procès inique. Je peux vous dire que la lecture était pas facile. Je vous promets, hein, c'est pas, je suis pas émotif comme garçon, mais non, mais il y a 2 livres qui m'ont fait cet effet. Enfin, il y a celui-ci et l'autre, c'est les mémoires de la marquise de La Roche-Jacquelin. Alors, c'est pas le même sujet, mais il y a un côté, il y a une émotion en fait. Si vous voulez, ça insulte tout le bon sens, quoi. C'est tellement une insulte au bon sens qu'on peut pas. Alors, je vous ai relevé pas mal de citations qui me permettent en fait de ne pas paraphraser José Antonio et qui, je pense, sont importantes. Alors, dans l'acte d'accusation, donc il va être traduit au tribunal populaire qui se réunit à 10h30 du matin, c'est important, 16 novembre 1936, dans le prétoire de la prison provinciale d'Alicante. C'est une audience publique. Et donc, le procureur va lire les actes d'accusation. En conformité avec l'article 15 du décret du ministère de la Justice du 25 août dernier, et selon... Donc c'est tout récent, vous comprenez en fait. Ça, c'est important. Voilà, c'est taillé sur mesure, là. C'est bien un truc de communiste, au final, hein, on est d'accord. Bref.
Comme la Lex Degreliana plus tard, quelques années plus tard. Tu vois? Comme la Lex Degreliana. Ouais. Ils savent faire, hein. Alors, premièrement, petit A, depuis l'avènement du nouveau régime, alors écoutez bien, ça aussi c'est du caviar. Depuis l'avènement du nouveau régime républicain si joyeusement célébré par le peuple, qui en est à l'origine, hein, toujours. Et à l'inverse, si mal accepté par les milieux réactionnaires de droite. Oh les salauds, qui sont restés stupéfaits face au triomphe complet de la démocratie et de la classe ouvrière. Certains éléments n'ont pas tardé à se placer en situation de rébellion et d'opposition résolue à la volonté du peuple. Bon. Alors on nous dit quand même que la constitution de la phalange, ça c'est assez phénoménal, je trouve. Dans l'acte d'accusation, on vous donne les articles de constitution de la phalange. D'accord ? C'est là où vous dites qu'il y a des gens qui réfléchissent pas quand même sur Terre. Le 22 octobre 1934, les statuts de la dite association publique ont été présentés à la Direction générale de la Sûreté à Madrid. Dans le cadre du 3e paragraphe de l'article 4 de la loi des associations, l'association se propose dans l'article 1, donc ça c'est la phalange, de développer sur tout le territoire espagnol et aux moyens d'études, de propagande, du syndicalisme et de tout autre moyen licite, une activité ayant pour but de A. Rendre au peuple espagnol le sens profond de son indestructible communauté de destin et la foi résolue en sa capacité de redressement. C'est horrible. Non mais... B. Construire la justice sociale sur la base d'une organisation économique intègre et supérieure aux intérêts individuels de groupes et de classes. Bon, c'est dans l'acte d'accusation, quoi. C'est-à-dire que vous essayez de faire des trucs intègres, tout ça, non, faut pas. C'est pas bien. Vous êtes un salaud de fasciste. Non, mais c'est quand même fabuleux, quoi. Moi, je sais pas vous, j'étais scié, j'étais là, mais ils le mettent. Hein? Et en ce moment, c'est pareil. Et là, donc, je vais pas tout vous lire, mais voilà quels étaient les buts de l'association. Et ça, c'est la mise en accusation. Bon, je répète. Hein. Voilà quels étaient les buts de l'association. Mais par la suite, a été publié le programme politique, etc. Bon. Autre citation que j'ai relevée, et là, comme je vous le disais précédemment, je ne voulais pas paraphraser José Antonio. Le procureur lui pose la question suivante. Depuis l'avènement de la République, vous vous êtes placé en situation de rébellion et d'opposition ouverte contre ce régime en manifestant votre hostilité au Cortés, en développant des moyens subversifs et en tentant, en fin de compte, de contester la souveraineté du peuple. Hein, c'est pas bien. Alors, José Antonio répond. Là, je ferai pas de blague. Non, messieurs, rien de plus éloigné de moi que tout cela. Comme le tribunal n'est pas sans le savoir, mon père, le général Primo de Rivera, décédé en 1930, fut chef du gouvernement dans l'avant-dernière étape de la monarchie. On le destitua, ou du moins il fut déposé lâchement à la suite d'une série d'intrigues que tout le monde connaît. La mort de mon père étant encore toute fraîche, je n'avais pas à juger si la dictature avait atteint ou non ses objectifs, mais uniquement à affirmer haut et fort que mon père avait été trahi par des gens qui furent ensuite eux-mêmes destitués par une élection populaire. De fait, au début, ces élections populaires eurent toute ma sympathie, même si cela n'était motivé que par cet aspect des choses. Une des pièces dont j'ai sollicité qu'elle soit versée au dossier nous montre ceci. Ouais, sauf qu'on va prendre la drache, là. On reprend. Donc, j'étais juste en train de vous citer. Alors je suis vraiment désolé, mais je pense que c'est encore le mieux pour comprendre en fait l'état d'esprit de José Antonio que de répéter ces mots en fait. Donc je reprends. Bien sûr, la dictature, de son père, hein, la dictature n'acheva pas ses réformes sociales et c'est pour cette raison que je me permis d'affirmer dans cet espace public que sont les Cortés, que ce fut donc les Cortés, hein, c'est donc les parlements, voilà, le Parlement, que ce fut une expérience avortée qui
n'atteint pas ses objectifs et ne combla pas les espérances d'une jeunesse espagnole ouvrière et étudiante dont je faisais alors partie. Ainsi, je pense que la rupture avec l'ancien régime politique était le moment idéal pour tenter une réforme révolutionnaire sur le plan social et totalement nouvelle. En fait, voilà, l'état d'esprit de José Antonio, c'est ça. C'est de poursuivre. En fait, on a en face de nous un révolutionnaire. Et mais c'est pareil, c'est à croire que les gauchistes ont le comment dire, le monopole de la révolution, hein? On est d'accord? Et c'est un royaliste qui vous le dit, hein, donc vous pouvez me faire confiance. En termes de révolution, je m'y connais. Il y a également ce passage que je trouve tout à fait intéressant. Le procureur lui demande: les faits et les événements politiques qui se sont produits à la fin du régime monarchique, particulièrement durant la dictature de votre père, ont été aggravés sous la dictature civile et militaire de Berenguer. Celui-ci exerçant une forme de gouvernement totalement contraire à toute essence démocratique, et cela nous pousse à vous poser la question suivante. Est-ce que ce sont ces faits et ces événements qui, par leur influence, vous poussèrent à vous lancer dans la formation d'un groupement politique de type dictatorial? Le mot est lâché. Cette question, en réponse de José Antonio, cette question m'oblige, quoi que cela me coûte, à justifier ma conduite personnelle, à propos du fait selon lequel les dictatures seraient étrangères à toute essence démocratique. C'est très intéressante sa réponse. Je dois souligner quelque chose, monsieur le procureur. Quand un mouvement se produit, qu'il soit de droite ou de gauche, qu'il parvient à développer une situation révolutionnaire, et même si son succès semblait assuré, alors il lui faut imposer une période de dictature. Pour la simple raison qu'on ne peut pas faire l'affront à un peuple comme le peuple espagnol qui a connu une misère intense, de l'abandonner à lui-même en lui disant « Maintenant, prends tes affaires en main et débrouille-toi tout seul. » Enfin, on dit long quand même sur l'état d'esprit. On est quand même devant quelqu'un qui a déjà, enfin, je le répète, il a l'amour de son pays et de son peuple chevillé au corps, et il a également cette conscience que finalement l'aristocratie, les meilleurs en fait, doivent guider les autres. Mais ça, évidemment, ça va choquer le procureur. Enfin bon, ça reste des gauchistes, les mecs ils comprennent pas. C'est le gouvernement de tous contre tous, n'importe comment, à l'endroit et à l'envers. Hein. LGBT machin, on est bon. Dernière citation, ou troisième plutôt, parce que c'est pas la dernière. Voilà. Alors, elle est un peu longue, mais je vais pas tout vous dire. Le but de ce nouveau... Alors, question du procureur. Le but de ce nouveau groupe politique n'était-il pas de remplacer l'État démocratique que le peuple s'était donné par un autre autoritaire et impérialiste tel que vous le défendez? Je recommence. Le but de ce nouveau groupe politique n'était-il pas de remplacer l'État démocratique que le peuple s'était donné par un autre autoritaire et impérialiste tel que vous le défendiez dans votre idéologie? Réponse de José Antonio: oui, bien sûr, en ce qui concerne le système constitutionnel parlementaire et tout ce qui peut lui être assimilé. Comment pourrais-je occulter cela? Mais nous voulions le remplacer non par un système, mais par un État syndicaliste. Ce qui signifie, ce que je vais vous expliquer et que chacun sait. Les personnes qui considèrent que le système capitaliste est en faillite et connaît ses derniers soubresauts savent qu'il doit laisser sa place à l'une des solutions suivantes. Soit la solution socialiste, soit la solution syndicaliste. Les socialistes veulent peu ou prou donner la plus-value, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur travail humain, à la collectivité organisée en Espagne, c'est-à-dire l'État. Par contre, le système syndicaliste, tel que nous le concevons, adjuge cette plus-value de l'unité organique du travailleur même, au travailleur même. Vous voyez la nuance en fait finalement, parce que pour moi c'est très proudhonien en fait. C'est-à-dire qu'en fait Proudhon en fait propose des travailleurs, des producteurs. Enfin, vous êtes des travailleurs indépendants et chacun vous êtes tous en fait c'est la société des producteurs. Ce qui ne va pas avec le socialisme bien sûr,
puisque là, c'est exactement ce que nous vivons. Nous sommes dans un État éminemment socialiste en réalité. Et tout est fait pour vous empêcher d'être votre propre producteur. Dès que vous essayez d'entreprendre dans ce pays, on vous pète les pattes, et vous avez tout un tas de taxes, etc., et vous ne pouvez pas durer. Mais en plus, on vous fait passer la pilule en vous disant que les patrons sont des salauds, c'est le patronat, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus sain qu'une société de producteurs, au final. Donc, une fois de plus, je ne sais pas si on va tout au fond en fait de la pensée de José Antonio, mais à mon avis, on en tire déjà quelque chose de fondateur en fait, qui nous permet de comprendre un peu. Et alors, toujours dans la même veine, j'ai trouvé un discours de José Antonio et je conclurai avec son discours. J'aurais voulu conclure avec Cara al Sol, mais j'avais pas la musique qu'il fallait. Bon, je peux le chanter si vous voulez. Donc c'est un discours de José Antonio Primo de Rivera du 29 décembre 1933. Raison et volonté. Quand en mars 1762, un homme funeste, Jean-Jacques Rousseau, fit paraître le contrat social, la vérité politique cessa d'être une vérité permanente. Avant, en des temps plus reculés, les États étaient des exécuteurs de missions historiques dont la devise était justice et vérité. Jean-Jacques Rousseau vint nous dire que la justice et la vérité n'étaient pas des axiomes de la pensée, mais des décisions provisoires de la volonté. Jean-Jacques Rousseau supposait que l'ensemble des individus formant un peuple créait une personnalité supérieure d'une essence différente de celle de chacun des individus, personnalité infaillible, capable de définir en chaque instant le juste et l'injuste, le bien et le mal. Et comme cette volonté collective, cette volonté souveraine s'exprime seulement par un suffrage. Opinion du plus grand nombre qui triomphe d'une minorité dans la recherche d'une autorité supérieure. Il en résultait que le suffrage, cette farce qui consiste à jeter des bulletins dans une urne de verre, avait le pouvoir de décider à tout instant si Dieu existait ou n'existait pas, si la vérité était la vérité ou ne l'était pas, si la patrie devait demeurer ou se désagréger. L'État libéral. Du fait que l'État libéral était esclave de cette doctrine, il s'organisa non en exécuteur des destins de la patrie, mais en spectateur des luttes électorales. Pour l'État libéral, il importait seulement qu'il y eût un nombre déterminé de citoyens autour des tables de vote, que les élections fussent commencées à 8 heures exactement et terminées à 4 heures, que les urnes ne fussent pas brisées, alors que le bris d'une urne est le plus noble destin que l'on puisse lui réserver. Ensuite, il ne songeait plus qu'à respecter tranquillement la décision du vote, comme si pour lui, l'État, la nature de cette décision n'était d'aucune importance. C'est-à-dire que les gouvernants libéraux ne croyaient même pas en leur propre mission. Non mais il écrit ça en 33, hein. Je sais pas si vous réalisez, on n'a pas avancé en fait. C'est ça qui est triste. Ils ne croyaient pas qu'ils eussent un devoir important à remplir, ils étaient persuadés que tout citoyen de pensée politique contraire à la leur pouvait attaquer l'État à tort ou à raison, et que ce citoyen avait des droits égaux à ceux qu'avaient les gardiens de l'État pour le défendre. De là, naquit le régime démocratique, qui est avant tout le système le plus onéreux du fait de la dispersion des énergies. Un homme doué pour l'art de gouverner, qui peut être la plus noble des fonctions humaines, devait consacrer 80, 90 à 95% de son énergie à répondre à des dossiers de réclamation, à faire de la propagande électorale, à somnoler dans les assemblées, à flatter ses électeurs, car c'est d'eux-mêmes qu'il allait recevoir le pouvoir, à subir également les humiliations et les vexations de ceux qui étaient appelés précisément à se soumettre à cette fonction quasi divine de gouvernement, et si après tout, ce temps perdu, il restait à l'homme public quelques heures matinales ou quelques instants dérobés à un repos agité, c'est alors seulement qu'il pouvait s'adonner aux questions substantielles de gouvernement.
C'est criant de vérité. Va ensuite la disparition d'un idéal unique parmi le peuple, parce que le système fonctionnant sur la loi du plus grand nombre, celui qui aspirait au pouvoir devait obtenir la majorité des suffrages. Il devait arracher coûte que coûte les voix aux autres partis, et dans ce but, il n'hésitait pas à calomnier ses adversaires, à les accabler sous les pires injures, à dissimuler sciemment la vérité, à employer toutes sortes de moyens déloyaux, bien que fraternité soit un des postulats inscrits au frontispice de la charte libérale, donc on est en Espagne. Jamais il n'y eut de collectivité où les hommes s'injuriant, ennemis les uns des autres, se sentirent moins frères que dans la vie turbulente et pénible de l'État libéral. Enfin, l'État libéral nous apporta l'esclavage économique, car il dit aux ouvriers, avec une tragique ironie, « Vous êtes libres de travailler comme vous l'entendez, personne ne peut vous contraindre à accepter telle condition plus qu'une autre, mais comprenons-nous bien, comme nous sommes les riches, nous vous offrons les conditions qui nous conviennent. Vous autres, citoyens libres, si elles ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligés de les accepter. Mais, citoyens pauvres, si vous n'acceptez pas les conditions que nous vous imposons, vous êtes condamnés à mourir de faim avec toute la dignité libérale. » Ainsi, il vous a été donné de remarquer, dans les pays dotés des parlements les plus brillants, des institutions démocratiques les plus achevées, que dès que vous vous éloignez de quelques centaines de mètres des quartiers luxueux, vous rencontriez aussi des masures infectes où vivent entassés les ouvriers et leurs familles, dans des conditions presque inhumaines. Vous rencontriez également des ouvriers agricoles qui, toute la journée, sous un soleil de feu, ployaient l'échine vers la terre et ne gagnaient, grâce au libre jeu de l'économie libérale, que 60 ou 70 journées de 3 pesetas par an. Ça n'a pas beaucoup changé non plus. On est en euros, quoi. C'est pire. C'est pourquoi naquit le socialisme. Il fut une chose juste. Nous ne reculons pas devant la vérité. Les ouvriers durent se défendre contre un régime qui, tout en leur donnant des droits, ne se préoccupait pas de leur accorder une vie normale. Mais ce socialisme, qui était une réaction légitime contre l'esclavage libéral, va s'égarer premièrement dans une conception purement matérielle de la vie et de l'histoire, secondement dans un sentiment de représailles et enfin dans la proclamation du dogme de la lutte des classes. Le socialisme, surtout celui élaboré par ses premiers apôtres, qui, impassibles dans le silence de leur cabinet, ont acquis la foi des pauvres ouvriers, a été démasqué par Alfonso García Valdecasas. Le socialisme ainsi compris ne voit dans la vie des peuples qu'un jeu de ressorts économiques. La spiritualité est supprimée, la religion est l'opium du peuple, la patrie est un mythe pour exploiter les malheureux. Voilà le socialisme. Il n'y a plus que production et organisation économique. Ainsi, l'ouvrier doit-il pressurer son âme pour y faire disparaître toute trace de spiritualité. Le socialisme n'aspire pas à établir une justice sociale abolie par le régime libéral, il cherche à user de représailles. Il aspire à fonder une injustice dépassant dans le sens opposé l'injustice créée par le régime libéral. Enfin, le socialisme proclame le dogme monstrueux de la lutte des classes. Il proclame que les luttes de classe sont indispensables, qu'elles sont naturelles et que rien ne peut les apaiser. Et le socialisme, juste critique de l'économie libérale, nous apporte par une autre voie la même désagrégation, la même haine, le même oubli de tout lien de fraternité et de solidarité entre les hommes. Dieu, quel bon vassal s'il avait un bon seigneur. Aussi, il en résulte que nous, les hommes de notre génération, quand nous ouvrons les yeux, nous ne voyons qu'un monde ruiné moralement, un monde divisé sur tout, et pour ce qui nous touche de plus près, nous voyons une Espagne ruinée moralement, une Espagne divisée par la haine. Voilà pourquoi nous pleurions dans le fond de notre cœur quand nous voyons le peuple de cette merveilleuse Espagne où nous découvrions, sous l'habit le plus humble, des êtres d'une élégance rustique, incapables de gestes excessifs comme de discours oiseux, qui vivent sur une terre aride de sécheresse apparente, mais qui nous étonnent par la fécondité avec laquelle elle produit ses céréales et lance ses pampres triomphants.
Quand nous parcourions ces terres et prenions contact avec ces hommes, nous savions qu'ils étaient torturés par des tyrans locaux, oubliés de tous les groupes politiques, divisés et empoisonnés par des discours retors. Il nous revenait à l'esprit que nous étions devant les mêmes hommes qui disaient du Cid, errant dans les champs de Castille, exilé de Burgos, « Dieu, quel bon vassal, s'il avait un bon seigneur ». C'est le but que nous recherchons. Ce seigneur légitime de l'Espagne, un maître comme celui de Saint François de Borja, qui ne meurt pas pour nous. C'est pourquoi nous choisirons un chef qui ne soit pas l'esclave des intérêts d'un groupe ou d'une classe sociale. Je continue. Ce mouvement présent n'est pas un parti, mais plutôt un anti-parti. Un mouvement, nous le proclamons, qui n'est ni de droite ni de gauche. La droite, au fond, aspire à maintenir une organisation économique qui s'est montrée incapable, et la gauche à anéantir une organisation économique, détruisant dans ce bouleversement les réalisations bonnes qui auraient pu être maintenues. D'un côté comme de l'autre, ces idées sont appuyées par des considérations spirituelles. Tous ceux qui nous écoutent de bonne foi savent que ces considérations spirituelles ont leur place dans notre mouvement, mais que pour rien au monde, nous ne lierons notre destinée à un groupe politique ou à une classe sociale se rangeant sous la dénomination arbitraire de droite ou de gauche. La patrie est un tout comprenant tous les individus de quelque classe sociale que ce soit. La patrie est une synthèse transcendantale, une synthèse indissoluble devant atteindre des buts qui lui sont propres. Nous, que cherchons-nous? Que le mouvement présent et le gouvernement qu'il créera soit un instrument ayant une autorité agissant au service de cette unité constante, de cette unité irrévocable qui s'appelle la patrie. Par ce mot, nous définissons entièrement le mobile de nos actes futurs et de notre action présente, car nous ne formerions qu'un parti de plus si nous apportions un programme de solutions concrètes. Si nous n'apportions. Les programmes ont l'avantage de ne jamais être réalisés. En 33 ils savent déjà. Par contre, si notre jugement est constamment libre face aux événements et à la vie, il nous suggérera des solutions au cas concret, comme l'amour nous indique quand nous devons montrer de la fermeté et de la tendresse sans que la véritable amour ait besoin de posséder un programme dosant les disputes et les effusions. Voilà ce qu'exige notre conception de la patrie et de l'État qui la sert. Que toutes les contrées d'Espagne, aussi diverses soient-elles, se sentent liées en une destinée irrémédiablement unique. Je sais pas vous, mais il me vient plusieurs réflexions. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on est en train d'écouter de la part de José Antonio s'applique absolument, complètement, totalement à la France. Le monsieur est plus là, mais j'ai lu des discours de Benito Mussolini. Je vois pas à quel moment en fait finalement il y a cette notion d'amour profond comme peut l'avoir. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un Espagnol et que moi je n'ai pas la même perception en fait. Alors peut-être que je te vois grimacer, Maxime. Pour mettre tout le monde d'accord, Mussolini disait que le fascisme c'était pas un produit d'exportation. Exactement. Tout à fait. Il disait aussi que c'était un socialisme autoritaire parce que face aux oligarchies, il fallait être autoritaire pour imposer ses vues. Le national-socialisme allemand, c'est pas du fascisme. Non, c'est du national-socialisme. C'est du socialisme national en réalité. Oui. Ça me paraît difficile. Chaque nationalisme est propre à soi. Tout à fait. Donc, je vous laisserai le discours. Je vais peut-être pas tout vous lire parce que bon, moi je veux pas vous endormir. Si vous voulez, je vous le finis. Il y a pas de problème. Mais je voulais, en fait, en vous lisant au moins ces extraits-là, je voulais vous transmettre de manière directe José Antonio, parce que j'aurais pu le paraphraser avec mes mots pendant des heures. Moi, en lisant ce discours, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Alors déjà, là, notamment son analyse du socialisme, qui à mon sens me paraît
parfaite. C'est-à-dire qu'on a effectivement, alors je ferai un parallèle peut-être plus tard, mais on a effectivement une visée de protection face à l'État libéral, une visée de protection du travailleur, parce que l'État libéral capitaliste est une machine qui broie tout. Donc quelque part, on peut comprendre pourquoi il y a du socialisme. On se l'a dit, la doctrine sociale de l'Église, c'est quelque chose qui existait avant le socialisme, hein, quand même. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Donc on n'avait pas vraiment besoin d'eux. Et effectivement, José Antonio met le doigt sur exactement le bas qui blesse. C'est qu'on est devant un matérialisme social, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous défaire de votre âme au nom du socialisme. Il y a pas la place pour la religion. C'est l'opium du peuple, etc. Il le précise bien. Et donc finalement, c'est pour ça que, à mon sens, la phalange espagnole, elle me parle beaucoup, parce que moi, je suis royaliste, et il y a énormément de choses dans la phalange espagnole qui sont des points de convergence avec ce que j'envisage en tant que royaliste comme État, finalement. Pour moi, en fait, finalement, la pensée de José Antonio, c'est une pensée des années 30 qui veut se défaire d'une monarchie espagnole absolument dégueulasse, qui n'a plus aucune raison d'être, qui est corrompue dans la dernière des extrémités, et il essaye de rénover un État, en fait. Il essaye de rénover, en fait, une Espagne sans pouvoir se servir de la royauté ni de la monarchie. Il est d'essence aristocratique, il sait aussi quel est ce milieu-là. Et finalement, c'est comme une sorte de revivification de quelque chose de plus neuf et de plus puissant que la royauté espagnole mourante, sans avoir besoin d'un roi. Et pourtant, il le dit, hein. On aura un chef qui sera libéré des contraintes des partis et des comment on appelle ça, et des lobbies, en fait. C'est plus ou moins ce qu'il nous dit. Donc quelque part, on a l'impression qu'il veut remettre un roi sur l'Espagne, mais pas un roi. C'est ça qui est paradoxal. Oui, mais je pense que ce soit un roi ou que ce soit pas que ce soit un dictateur, que ce soit un président, peu importe. Pourvu qu'il fasse le boulot. Voilà, exactement. Je vais donc conclure. Ma conclusion, elle est pas très longue, hein. C'est en fait parce que bon, j'ai quand même fait part de mes réflexions tout au long de tout cela. Pour moi, c'est un martyr de 33 ans, en fait, qu'on a fait parler ce soir. Hein? Comme Jésus. Ouais. Ah bah oui, on peut pas s'empêcher de le penser, hein, je pense que. Et donc voilà, la conclusion, c'est pourquoi un royaliste de 47 ans au parcours sinueux et incertain s'intéresse à José Antonio. Bah voilà, en fait, c'est un peu toute la réflexion que je vous ai livrée tout au long de cette présentation. C'est que pour moi, en fait, il incarne déjà quelqu'un qui ne se pose pas la question de la mise en danger de sa vie, en fait. À aucun moment il se pose de questions. Il fait ce qu'il a à faire, et puis tout au long du livre, on le sent. C'est marrant. On a l'impression qu'en le lisant que on le voit décontracté un peu. Quand vous regardez les vidéos YouTube où on voit il y a des discours où on le voit, en fait. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est très charismatique, mais tranquille, quoi. Il y a pas de véhémence, il est très à l'aise. Et voilà, c'est de la tranquillité. Donc effectivement, moi son personnage m'a toujours j'ai toujours eu de l'admiration pour lui, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui fait juste ce qu'il a à faire, il le fait bien, il le fait en toute humilité. C'est rare dans nos milieux, même aujourd'hui, hein. L'humilité, elle est pas, c'est pas la caractéristique la plus courue, on va dire. Et donc moi je vous le recommande, parce que ça remue quand même pas mal les tripes,
Et ça nous remet en face d'une époque qui est l'époque des années 30 avec il y a quand même eu beaucoup de bouleversements sociaux dans le monde. On a raté un coche en 34 nous en France. Est-ce qu'un jour on aura un nouveau février 34? C'est la question avec laquelle je vais vous laisser. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, on peut boire des coups et discuter, non? Je sais pas. Moi, ça aurait pu être plus long, ici.